Non, mais moi, Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Au début, les personnes qui sont un peu plus anciennes, elles accompagnent celles qui arrivent. Et puis petit à petit, les dernières personnes, quand elles sont un peu plus aguerries, elles peuvent accompagner des nouvelles. Quand je viens travailler, c'est pas « Oh, je vais aller travailler, je suis pas bien ». Non, au contraire. Ça me fait, on dirait que c'est une promenade pour moi. Tout nouveau, tout beau. Pour l'instant, ça se passe bien, c'est positif. C'est une bonne équipe. Je suis pas ici pour me débarrasser d'objets, sinon je vais à la déchetterie. J'amène des choses qui sont utiles pour des gens qui sont dans la difficulté. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Le Café du Monde Nouveau. Troisième étape de notre déambulation à travers les différents lieux d'accueil du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Alors ce podcast, le Café du Monde Nouveau, nous permet de découvrir les multiples facettes de cette association caritative. Et c'est en 1950, il faut le rappeler, que le foyer a ouvert son premier lieu d'accueil à l'initiative d'un certain Gabriel Rosset et de 2 de ses amis. Alors cet endroit, c'était un ancien café, le Café du Monde Nouveau. 70 ans plus tard, la question des sans-abri n'est toujours pas réglée. En 8 ans, leur nombre a même doublé, passant de 150 000 à 300 000 à l'échelle nationale. Alors nous avons choisi de vous faire découvrir les différentes activités du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Le premier épisode du Café du Monde Nouveau nous avait permis de découvrir la halte de nuit, l'Escale à Gerland. Là, c'est un centre d'hébergement d'urgence. Et puis nous sommes allés ensuite du côté de Francheville, dans le sud-ouest lyonnais, à la Chardonnière, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dont la mission générale est d'aider les personnes isolées en détresse à retrouver leur autonomie personnelle et sociale. Mais le foyer Notre-Dame des Sans-Abris travaille aussi sur les questions d'insertion, ce qui nous amène aujourd'hui à découvrir un autre endroit, l'atelier et chantier d'insertion situé boulevard de l'Artillerie, le pôle réemploi objet. Et pour m'accompagner dans cette visite, Léna Ménager, journaliste. Bonjour Léna. Bonjour Gérald. Alors Léna, nous nous trouvons aujourd'hui à l'entrée de ce centre de formation qui se trouve où exactement ? Alors on se situe près du Technicentre SNCF de Gerland où l'on assure la maintenance des TGV, en face du 7e régiment d'artillerie et à côté de la grande halle EDF de Gerland. Alors avant de venir ici, nous avons un peu enquêté sur cet atelier et chantier d'insertion et on peut dire qu'il y a 2 grands pôles, Léna. Oui, alors il y a un atelier de menuiserie dans lequel on remet en état les meubles ou du moins on les revalorise en utilisant les matériaux récupérés et un atelier de tri d'objets où l'on récupère vaisselle, jouets, tableaux, livres, destinés à être triés, remis en état et réutilisés en centre d'hébergement ou revendus dans les bric-à-brac du foyer. Alors Léna, sans plus attendre, on va entrer et retrouver celui qui va nous servir de guide aujourd'hui, à savoir Vincent. On y va ? On y va. Allez, on y va. Ah ben il y a du monde ici. Ça c'est bon ça ? Ouais. Et tout ce qui ressemble à un meuble, ça va où ? Au bois là-bas. Dans la benne, c'est bois. pas la benne bois, c'est la benne écomobilier. C'est la benne meuble. Donc tout ce qui ressemble à un meuble, ça va au fond là-bas. Ça aussi. Donc les meubles en ferraille, les meubles en plastique, les meubles en mousse, en bonbons. Enfin, faut jeter tout ce qui ressemble à un meuble. Voilà. Tout ce qui ressemble à un meuble, ça va là-bas. D'accord, ça marche. Donc le premier tri, c'est la partie qui est là. C'est là qu'arrivent tous les dons, en fait. Et on a normalement une équipe de 6-7 personnes qui réceptionnent les dons, qui fait en effet un premier tri en fonction de l'état, en fonction de l'intérêt des objets. Et ça va ensuite, et jette ça directement dans les bennes. Et ensuite, ça va... donc là, il y a des zones de stockage meubles, puis ensuite tous les autres objets vont dans la pièce au fond là-bas où il y a les bouquins, il y a les jouets, il y a la vaisselle, les bibelots, etc. Où là on fait ce qu'on appelle un deuxième tri, c'est-à-dire qu'on va plus finement et puis on répartit les objets par catégorie, type d'article, etc. Un café s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Le Café du Monde Nouveau. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, boulevard de l'Artillerie, à Gerland, dans cet établissement du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement ? Oui, tout à fait. Moi, je suis donc Vincent Chevalier, je suis responsable du pôle réemploi objet.
Donc le pôle réemploi objet, c'est tout ce que le foyer collecte, moins le textile, qui est géré de manière différenciée. Donc nous, on collecte des meubles, des livres, des jouets, de la vaisselle, des bibelots, plein d'objets en tout genre, qu'on trie et qu'on sélectionne pour les revendre dans nos bric-à-brac, les donner à nos centres d'hébergement et d'accueil, les donner à des associations. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un travail de réemploi, de revalorisation de tout ce qu'on collecte. Tout ça dans une dynamique d'insertion, puisqu'on accueille une 50aine de personnes en insertion sur ce volet d'activité du foyer. Donc l'idée, c'est de leur permettre d'acquérir des compétences, de la confiance, des capacités, du savoir-être pour pouvoir retrouver une place sur le marché de l'emploi et définir aussi et surtout leur projet professionnel, se former en conséquence et pouvoir du coup avoir des boulots dans lesquels ils s'épanouissent à la fin. Alors c'est un site qui est très grand, on va en faire le tour, hein, je vous propose. On avance un petit peu, vous nous décrivez un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Très bien. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans l'espace premier tri, donc c'est tout l'accueil des objets qui rentrent, avec le stockage des meubles. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu le bazar parce qu'on collecte beaucoup en ce moment. Là, vous avez sur la droite ici un petit espace de tri, plutôt bibelots, petits objets qu'on collecte et qui... Donc là, vous avez les guirlandes, les décorations de Noël, les briquets, les broches, enfin tout est trié assez finement par type d'article en vue derrière d'être vendu, revalorisé. Ça repart ensuite dans nos bric-à-brac, donc nos boutiques de vente. Alors d'où peuvent venir tous ces objets qui sont collectés ici ? Tous les objets proviennent de différentes sources. La première, c'est les apports volontaires de donateurs. On va laisser passer le transpalette. C'est les apports de volontaires, donc de donateurs qui lyonnais de l'agglomération qui se séparent de ce qu'ils ont de ce qu'ils souhaitent jeter. Il y a tout ce qu'on collecte également dans les déchetteries. On a un partenariat avec la métropole de Lyon pour collecter ce que les gens jettent en déchetterie mais qui est encore en bon état. On propose à ces personnes qui arrivent en déchetterie de mettre ce qui est encore en bon état dans ce qu'on appelle des donneries. Et tous les jours, on a 3 camions qui arrivent d'articles collectés dans les donneries. Et puis après, on a des dons d'entreprise ou de collectivités sur des matériels de bureau. Ça peut être aussi des dons d'entreprise, des dons de fin de série, etc. Donc on collecte aussi par ce biais-là. On va voir un petit peu là dans les rayonnages, ce qu'on trouve. Allez, on peut aller voir si vous voulez. Ouais. Donc là, si on va ici, là, je vais vous parler de cet espace un peu particulier, qui est pour le coup ici géré par une bénévole, des bénévoles. Vous avez du matériel scolaire, vous avez des bougies, vous avez des lumignons, vous avez des porte-monnaies ici, vous avez des faux cheveux, des produits d'hygiène, des pins, des porte-clés, des jouets anciens, voilà, du bazar, des sacs d'aspirateur, des cadenas, des lampes torches, des ampoules, de la ficelle. Donc on trouve vraiment, là on fait un travail assez fin de tri de différents types d'articles. Oui, c'est tout classé. Hein, c'est tout à peu près bien rangé. Puis derrière, on prépare en fait des caisses pour pouvoir soit les envoyer dans nos centres d'accueil et d'hébergement en fonction de leurs besoins, soit les envoyer dans nos bric-à-brac en vue d'être vendus à bas prix, à prix solidaire, comme on dit chez nous, aux personnes qui viennent dans nos boutiques. Est-ce qu'il y a des conditions pour déposer des objets en termes de qualité, par exemple ? Ce qui est important, c'est que ce soit encore en état d'usage. Si c'est pour nous donner des objets cassés, autant... les amener à la déchetterie. Cassés ou pas réparables, etc., autant les amener à la déchetterie, tout à fait. Après, évidemment, si c'est totalement obsolète également, c'est pas la peine de nous les amener. Bon, notre rôle aussi, c'est de savoir revaloriser ce qu'on peut revaloriser, et puis c'est aussi dans cette dynamique-là qu'on se positionne et qu'on souhaite évoluer. Ensuite, il y a en effet pas mal d'objets qu'on collecte dont on ne sait quoi faire, des vieilles horloges, des beaux objets, mais que plus personne achète, dont plus personne ne veut. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais c'est vrai que des objets de cette nature, on en collecte assez régulièrement aussi. Alors le deuxième tri, c'est quoi exactement ? Le deuxième tri, c'est acheminer tout ce qu'on collecte en vue de réduire derrière nos déchets. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un deuxième tri beaucoup plus fin pour pouvoir derrière distinguer nos articles, puis garder
vraiment ce qui est en bon état, ce qu'on peut vraiment revaloriser. C'est là aussi qu'on trouve quelques perles, des objets rares, des objets qui peuvent avoir une certaine valeur. Et puis c'est surtout un travail beaucoup plus intéressant que de faire de la grande maille comme on l'a vu au premier tri, quoi. C'est là qu'on va beaucoup plus finement dans tout ce qu'on collecte et puis qu'on fait ce travail de sélection des objets, de rangement, de préparation aussi des commandes, de petites réparations également. Donc là, vous avez ce qu'on appelle justement le deuxième tri, avec un atelier de tri des livres ici, qui est essentiellement tenu par des bénévoles. Donc ils font un travail de tri initial des bouquins et ils mettent de côté tous les livres qui vont être mis en vente dans nos bric-à-brac. Donc la sélection des bric-à-brac aujourd'hui se fait sur le site de l'artillerie par des bénévoles. Et tous les bouquins qu'ils n'ont pas sélectionnés pour les bric-à-brac ou qui reviennent des bric-à-brac sont stockés de ce côté-là. Donc là, vous en avez beaucoup, parce qu'on a beaucoup de retours des bric-à-brac en ce moment. On a un atelier en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Recyclivre, qui nous a mis à disposition un logiciel pour nous permettre de sélectionner les livres selon le code barre. Donc ne passe que des livres avec code barre. Et ces livres, plutôt que d'être jetés, du coup, repartent dans des filières de vente sur Internet, à travers cette société qui nous reverse, une fois que le livre est vendu, environ 80 centimes à 1 euro par livre vendu, et sur des volumes relativement intéressants, puisque c'est environ 3 à 4 000 livres vendus tous les mois. C'est une vraie ruche ici, il y a beaucoup de monde, il y a des bénévoles et puis évidemment des gens en insertion. Il y a une trentaine de bénévoles qui viennent régulièrement, et puis 35 personnes en insertion et une équipe d'encadrement d'environ 5-6 personnes, plus les équipes transport. C'est en fait beaucoup plus que ça, puisqu'on est pratiquement plus d'une cinquantaine sur le site à graviter autour du site en termes d'activité. Ils continuèrent leurs emplettes dans les boutiques qui s'alignaient le long de la rue, et bientôt il ne resta plus que la baguette magique à acheter. Il faut aussi que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire. Harry se sentit rougir. Vous n'êtes pas obligé. Je le sais bien, mais je veux t'offrir un animal, pas un crapaud. Les crapauds sont plus à la mode. On se moquerait de toi. Ni un chat, les poils de chat me font éternuer. Je vais t'acheter un hibou. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire votre rôle ici dans ce centre quelle est votre mission auprès des gens qui travaillent ici ? Eh bien moi je suis conseillère en insertion professionnelle. J'accompagne sur la CI du foyer Notre-Dame des Sans-Abri 2 équipes. Celle du second tri ici à l'artillerie dans le 7e. Donc ils sont à peu près 12 salariés en insertion. Et puis une autre équipe qui travaille au bric-à-brac de Vèze. Alors, ils ont quoi ? Ils ont un contrat d'insertion ? C'est quoi un contrat d'insertion ? Eh bien, ils ont un contrat d'insertion qui est un contrat bien particulier. Il faut que le candidat, la personne, soit éligible au contrat d'insertion, qui est validé par un prescripteur habilité. Voilà, donc ça peut être Pôle emploi, ça peut être la mission locale, enfin voilà, des partenaires prescripteurs. Ensuite, le contrat d'insertion qu'on propose, nous, le premier contrat, il est de 7 mois. Il peut être renouvelé ou pas, et il doit être un agrément doit être délivré à la personne pour 24 mois maximum dans toute une carrière professionnelle. Alors une fois qu'un homme, une femme arrive ici, quel est son parcours ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà dans un premier temps, il va prendre un peu ses marques au sein de l'équipe parce que voilà, il y en a qui n'ont pas travaillé depuis longtemps par exemple, donc il va falloir réapprendre un petit peu à reprendre un rythme de travail, à effectuer des tâches qui vont être
transmises par l'encadrant technique d'insertion. Travailler en équipe aussi, ce qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc voilà, donc déjà dans un premier temps, moi en tant que conseillère, je les laisse prendre un peu leur marque au sein du travail. Et puis ensuite, on reprend un petit peu la situation, on va dire, socio-administrative de la personne pour voir un petit peu là où on peut aider en tant que conseiller en insertion sur le logement, sur la qualification, quel est le projet de la personne, quelles sont ses difficultés au quotidien, pour essayer petit à petit de les lever et que la personne puisse se concentrer et se consacrer plus facilement à son parcours professionnel pour la suite, parce qu'ici ça reste une étape. Et quelle est l'issue justement de ce contrat de réinsertion, la suite pour la plupart des gens qui passent par ici? Alors ça va dépendre vraiment de la personne, de sa situation, de son projet, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que voilà, à chaque salarié en insertion, les situations sont pas les mêmes. Donc ça peut être un projet de formation, ça peut être accéder à un logement, ça peut être parler mieux français pour se débrouiller plus facilement, ça peut être se familiariser avec l'informatique qui est quand même devenu indispensable. On essaie de les rendre au maximum polyvalents ici avec les outils de travail qu'on propose pour leur donner un maximum d'autonomie par la suite. C'est ça l'objectif en fait, c'est qu'ils deviennent tous autonomes ou au maximum avec l'aide de l'encadrant et du conseiller. Et donc vous travaillez en équipe avec l'encadrant, c'est ça? Est-ce que vous échangez, à quelle fréquence vous échangez avec les salariés ici? Quotidiennement. Le binôme encadrant technique et conseiller en insertion, il doit être en continu, permanent, vraiment. Donc là, c'est Charlotte qui est l'encadrante technique de cette équipe et on échange tous les jours, je dirais tous les jours sur l'équipe, sur ce qui a pu se passer, sur comment elle a trouvé quelqu'un, s'il était bien, pas bien, enfin voilà. Voilà. Et puis moi des rendez-vous, j'en ai, je sais pas, au moins une fois par semaine à peu près pour bien suivre les personnes. Mais après ça dépend aussi des situations, il y a des personnes qui en ont moins besoin, il y a des personnes qui sollicitent beaucoup plus, ça dépend. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus fréquemment dans la réinsertion? Des difficultés, je dirais que parfois on peut être convaincu des bonnes décisions, des bonnes choses à faire pour la personne. Et si la personne, elle, n'est pas convaincue, ça ne marchera pas. Donc il peut y avoir un peu de découragement parfois. Nous, on sait qu'il faudrait que cette personne fasse une formation et qu'elle n'en est pas encore, elle n'est pas prête, elle n'est pas encore, il faut un peu de patience. Et voilà, mais si on force, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment laisser du temps, s'adapter au rythme de chacun. Vous allez peut-être nous présenter 2-3 personnes qui travaillent ici? Donc voilà, là vous avez l'équipe du second tri. Il y a beaucoup d'objets qui sont un peu de partout. Là c'est Recycle Livre. Donc c'est l'atelier pour trier les livres. Là-bas les jouets. Ici la vaisselle. Et là, les D3E, c'est-à-dire l'électroménager, les objets qui fonctionnent, ils sont testés ici et ils sont vérifiés, voir s'ils fonctionnent encore. Vous insistiez tout à l'heure sur la polyvalence. Oui. Le poste peut évoluer aussi. Tout à fait. Au début, on leur laisse prendre un peu leur marque. Alors, c'est toujours aussi en fonction des activités. Quand il y a beaucoup de jouets à trier, on va essayer de positionner plutôt plus de monde. Mais la personne doit pouvoir aller à la vaisselle, aux livres aussi, ce qui permet quand même de se familiariser avec l'informatique puisque les postes sont sur ordinateur, c'est de l'encodage de livres. Voilà, donc il faut que les personnes puissent bouger, ce qui parfois est pas facile parce qu'il y a une personne qui arrive, qui est un peu accrochée à son poste et il va falloir essayer de la rendre plus mobile, plus souple, voilà. Charlotte. L'encadrante, Charlotte. L'encadrante technique. Bonjour Charlotte. Alors moi je suis encadrante technique d'insertion, donc j'encadre l'équipe ici du second tri au quotidien. Je les accompagne pour les différentes tâches de la journée, le tri, la préparation de commandes, la valorisation d'objets. L'idée, c'est de fédérer une équipe, donner un rythme de travail, faire en sorte qu'il y ait de la solidarité, du soutien, que si on rencontre des problèmes comme dans n'importe quel travail, on puisse en parler ensemble, régler peut-être des conflits ou des freins qui empêcheraient à aller travailler dans un emploi classique. Voilà, on a des personnes qui ont tous des parcours différents, qui ont plus ou moins travaillé avant, soit en France, soit dans d'autres pays. Donc du coup, on essaye d'apprendre à travailler ensemble. Qu'est-ce que c'est le travail ensemble? Comment ça s'organise? Donc le support, c'est le tri et la valorisation d'objets.
Comment vous mettez en place une équipe justement? Qu'est-ce que vous essayez de faire pour les mettre en relation ensemble et les inciter à coopérer? Alors du coup, comme on a différents ateliers, il y a des petits groupes par atelier. On essaye de tourner sur les différents ateliers, pas tous les jours, mais toutes les semaines par exemple, pour que tout le monde puisse travailler avec tout le monde et que tout le monde puisse tester les différents ateliers. Là, il y a un atelier couture qui s'est mis en place pendant le confinement pour faire des masques. Donc moi, j'ai essayé de le garder, de le remettre en place. Ça permet aussi de découvrir des fois des talents, des personnes qui pensaient pas forcément faire ça. Là, se rendre compte qu'elles adorent ça et du coup, elles peuvent, une fois qu'elles ont appris, donner des conseils aux autres, apprendre aux autres comment ça se passe. Et ça, c'est valable sur tous les ateliers. Au début, les personnes qui sont un peu plus anciennes, elles accompagnent celles qui arrivent, les nouvelles personnes. Et puis petit à petit, les dernières personnes, quand elles sont un peu plus aguerries, elles peuvent accompagner des nouvelles ou alors donner des conseils à d'autres qui n'ont pas encore fait cet atelier. Après, on essaye de faire aussi des petites sorties. On est allé visiter les différents bric-à-brac, donc les magasins pour lesquels on prépare les commandes. On essaye aussi de faire des repas ensemble de temps en temps où chacun et chacune amène des petites spécialités de sa région ou de son pays. Voilà, et puis moi j'aime bien aussi faire des petits jeux de team building un peu, mais voilà, pour se soutenir. Des petits jeux où on doit se présenter des objets et vendre un objet à l'autre équipe, faire des choses comme ça. Des présentations, ils se mettent par deux et puis ils se décrivent les uns les autres et puis c'est l'autre personne qui doit décrire son coéquipier ou sa coéquipière. Le contrat initial, il est de 7 mois. Oui. On arrive déjà à avoir un résultat au bout de 7 mois, il faut renouveler, comment ça se passe? Alors ça dépend vraiment des personnes, mais oui, en général au bout de quelques semaines il y a des résultats, des personnes qui arrivent qui sont très fermées, mais de par de leur parcours ou juste culturellement c'est difficile de s'ouvrir aux autres. Le fait d'avoir une équipe et de travailler systématiquement avec des personnes, au bout de quelques semaines déjà, on sent que la personne elle relève un petit peu plus la tête, elle discute, elle rigole, ou alors parfois elle se dispute. C'est signe que du coup elle interagit quoi. Donc effectivement il y a déjà des résultats. Pour les renouvellements, on se fixe des objectifs avec la conseillère en insertion, soit de stage, soit d'avoir réglé telle ou telle chose. Mais des fois il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un petit renouvellement de 3-4 mois. Des fois on va se mettre un petit peu un ultimatum entre guillemets en se disant allez on renouvelle qu'un mois, mais c'est vraiment parce que l'idée c'est de trouver un stage, c'est d'y aller et souvent ça marche. Je crois que le parcours moyen il est de 14 mois environ il me semble, donc c'est quand même rare qu'au bout de 7 mois il y ait des personnes qui sortent tout de suite, mais ça arrive, il y a des personnes pour qui c'est vraiment juste un coup de pouce et puis hop après elles partent vers d'autres horizons quoi. Sur le départ, comment ça se passe une fois que la mission est terminée? Je suppose qu'il y a aussi de belles histoires là aussi à raconter. Oui. Il y a des personnes qui donc passent par un stage quand les personnes elles sont prêtes, qu'elles ont envie de se lancer. Le stage c'est vraiment une étape quasiment obligatoire parce que du coup ça permet tout de suite de se confronter à la réalité, au monde du travail et puis en général ça colle, ça part tout de suite dans des choses comme ça. Après il y a des formations, il y a des personnes qui font des formations, qui essayent de valider des petits bouts de titres et après soit ça marche soit ça marche pas, mais quand ça marche elles continuent, elles refont un autre bout de formation. Je pense par exemple aux formations de la restauration collective. Souvent elles valident un premier bout de formation, elles font un stage, elles refont un bout de formation et puis après c'est parti quoi. Elles trouvent du boulot dans ce domaine-là grâce aux petites formations qu'elles ont faites. Allez, on va à la rencontre de quelques personnes qui travaillent ici. Volontiers. Alors là, on a Amel, par exemple. Bonjour Amel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce que vous faites ici? Quel est votre travail au quotidien? Oui, moi je suis Amel. Je travaille dans le 2e trait. Je trie les jouets, tout ce qui est jouet et tout. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ici? Moi j'aime bien le tri. J'aime bien trier ce travail et j'ai demandé à ma conseillère que je cherche de faire le trait. Elle m'a trouvé ce travail et je suis contente. Vous étiez sans emploi donc? Oui, j'étais. Ça, depuis longtemps que j'ai pas travaillé. Là, j'ai commencé début mars et là, je suis contente et j'aime bien ce que je fais et tout. On est une équipe soudée, on rigole, on travaille en même temps. C'est bien, c'est bien. C'est un peu un cocon ici, hein? Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous
reprenez confiance en vous par rapport au travail. Exactement. Avant, j'étais un peu isolée, je suis un peu réservée. Là, quand je suis là, je suis dedans avec tout le monde. Je cours, je parle, je rigole, j'oublie. Pour moi, c'est notre univers. J'aime bien, j'aime beaucoup. Quand je viens travailler, c'est pas je vais aller travailler, je suis pas bien. Non, au contraire. Ça me fait, on dirait que c'est une promenade pour moi. Et c'est la vérité. Parce que je bouge et je pense pas trop, je réfléchis pas trop de mes problèmes et tout. Vous avez déjà une idée pour l'après ? Je sais pas, moi j'aimerais bien trouver un autre travail pareil que ça. Mais je crois pas qu'il y en a, mais j'envisage de travailler autre chose. Comme auxiliaire de vie, travailler avec les personnes âgées, j'aime bien. Le contact c'est important. Oui, important pour moi maintenant le contact. Avant j'ai peur de contact, de côtoyer les gens et tout, mais là, normal. Sinon, moi je parle pas avec vous maintenant. Avant, j'ose rien faire. C'est quoi le programme aujourd'hui ici ? Trier les jouets, on regarde, on trie ce qui est bon et tout. Ce qui est mauvais, on le balance dans la benne. Des fois, on change quand il n'y a pas de trier les jouets, on fait la vaisselle. Quand il n'y a pas la vaisselle, on fait autre chose. Des fois, on fait une pause, on danse, on chante, de 10 minutes comme ça pour remonter un peu le moral. C'est bien, c'est vraiment bon. Merci Amel, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Allez Léna, on va continuer avec Sylvie. Bonjour Sylvie, vous travaillez ici ? Oui, je travaille ici, depuis le 17 mai. C'est quoi votre métier ici ? Qu'est-ce que vous faites ? De tri, deuxième tri. Je trie la vaisselle ou voilà quoi. Donc et je range dans les étagères tout simplement. Et je prépare des commandes pour les bric-à-brac qui sont sur Lyon bien sûr. Sinon si je m'occupe pas de la vaisselle, je m'occupe des livres donc automatiquement. Et je fais le décodage des livres sur l'ordinateur directement pour pouvoir y mettre dans les cartons et pour pouvoir y envoyer au recycle des livres, tout simplement pour qu'ils arrivent à y revendre. Donc c'est assez varié comme boulot. Des fois je m'occupe des jouets aussi, ça peut être aussi des jouets aussi pour aider, donc je fais aussi de la manutention, je tire aussi des bennes, des caisses aussi, donc je suis polyvalente on va dire. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Vous étiez dans quelle situation ? Avant j'étais agent d'entretien, mais en fait ce qui m'a amené ici c'est depuis 2016, j'ai pas travaillé et je voulais voir autre chose, me remettre dans le monde du travail exactement parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas travaillé et je voulais essayer un autre métier en fait, tout simplement. Et c'est un métier, ça va, ça se passe bien. Il y a une bonne équipe. Au début ça a été difficile pour moi, mais après je me suis adaptée en fait, donc parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas travaillé et c'est un travail d'équipe aussi. On n'a pas l'habitude, moi j'étais agent d'entretien et j'avais pas un travail d'équipe, c'est-à-dire que j'étais toute seule dans les bureaux et j'avais mon chef derrière moi en fait, tout simplement. Vous nous avez dit que vous utilisiez un peu l'informatique pour les livres. Est-ce que ça c'était nouveau ? Bien après ouais. Mais j'adore faire les livres. Je trouve que c'est bien, j'arrive maintenant à mémoriser, tout se passe bien. Donc vous apprenez beaucoup de choses nouvelles en fait. Voilà, c'est ça. J'ai un petit peu touché aussi à la couture aussi un peu. Mais c'est pas trop mon truc la couture, faut avoir de la patience. C'est assez pointilleux, c'est minutieux. Voilà. Et j'ai pas touché à l'électricité. Voilà. En fait, on est polyvalent ici, on fait un peu de tout. Il y a la vaisselle poutrier là. Voilà. Vous pouvez nous dire là, ce qu'on voit là, parce qu'on est à la radio, donc faites-nous une petite description. Tout simplement, il y a des bols, il y a des verres, des mugs, des assiettes plates, des assiettes creuses, des assiettes à dessert, des couverts, en fait c'est varié, des saladiers, des plats à gratin, des plateaux, en fait c'est varié, il y a même des biberons, il y a de tout en fait, voilà tout simplement. Tout ce qui est cassé on y jette bien sûr, si c'est pas un on y jette, bien sûr on n'y garde pas parce qu'on a tellement de la vaisselle. C'est une vaisselle qui a toute une histoire et qui finalement va retrouver un autre usage plus tard. Voilà, c'est ça, c'est les gens qui donnent et des fois ils donnent des trucs vraiment neufs, emballés et des trucs qu'on trouve pas vraiment dans les magasins, c'est rare, c'est des objets rares comme la vaisselle ou comme on va dire comme les jouets aussi, il y a des choses que j'ai jamais vues dans les magasins. Des fois on trouve, on trie, on voit des choses, on se dit à quoi ça sert. On ne sait même pas à quoi ça sert, on ne sait pas ce que c'est en fait. Le nom de l'ustensile de cuisine, on ne sait pas. Même moi qui ai travaillé en cuisine et qui a un niveau quand même, j'ai été commis de cuisine, je ne sais pas non plus. Donc on apprend toujours tous les jours des nouvelles choses.
Bon, on va vous laisser travailler alors. Ouais. Merci Sylvie. De rien. Allez, bon courage. Voilà Léna, on va continuer notre petit parcours ici à l'ACI du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, toujours du côté de Gerland. On est dans un rayon un peu particulier ici, on voit quoi là? Plein Alors de là jouets. c'est le rayon des jouets, donc c'est là où sont triés les jouets qui sont apportés au centre. Et donc on a Pierre et Monique avec nous, qui sont bénévoles ici et qui trient les jouets. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Comment vous vous êtes retrouvé ici dans cette Moi, je suis bénévole au foyer depuis 25 ans. J'ai passé par toutes les étapes. J'ai commencé à faire l'accueil des passagers le soir. Après, j'ai été au tri de la marchandise qui arrivait. Donc, vaisselle d'un côté, électronique d'un côté, jouets. Et puis après, je suis passé dans les bureaux pour mettre à jour des fichiers pour la quête annuelle qui se fait au mois de février. Et donc, je suis resté quelques années, 7 ans, je crois, dans ce service. Je participe toujours à la quête annuelle. Et puis, mon épouse voulait faire quelque chose, voulait s'investir. Donc, on a trouvé le poste ici où on pouvait venir tous les deux. On n'habite pas bien loin, elle ne conduit pas et on vient tous les deux en voiture. Voilà, et votre poste est côte à côte. Hein. Voilà. Elle c'est les jeux de société. Et moi, c'est les petits, vous voyez, les véhicules Chacun a sa spécialité. Voilà, les jouets électriques. Alors, qu'est-ce que vous recevez ici? Qu'est-ce qu'on peut... Vous voyez, un peu de tout. Des petites voitures télécommandées, vous voyez, des petites télécommandes. Là, je continue là-bas. Des petits jouets pour enfants, pour bébés, pour toutes sortes. Alors moi, c'est les choses électriques, et là, c'est tous les jeux de société qui... L'idée, c'est quoi alors? C'est de les remettre en état, c'est de... vérifier si ça fonctionne, et puis remettre en état, effectivement, les jeux de société, les compléter et les réassortir. Alors on en met de côté pour une grande vente qui se fait une fois par an, qui se fait à Gerland. Alors on met de côté tout ce qui est le plus beau, et puis tout le reste, ça part dans les magasins. On va peut-être aller voir Monique. Bonjour Monique. Bonjour. Moi, je fais tous les jeux de société. C'est quoi ce jeu là que vous avez là? Ça, je sais pas trop, ça, il en manque la moitié. Alors, quand il en manque trop, on y balance. Mais autrement, les Scrabble, les Diamino, les Gémicubes, il faut voir s'il y a toutes les lettres. Enfin, tous les jeux de société. Alors, vous voyez, tout ce qui est là derrière, j'ai tout ça à faire. Alors, ça m'occupe bien. Et puis, c'est pas déplaisant. Voilà. Qu'est-ce que c'était votre motivation pour venir travailler ici? Qu'est-ce qui vous a plu? M'occuper parce qu'avant d'habiter une maison, enfin on était en villa. Et moi, entre le jardin, entre tout, j'étais un peu plus occupée. Mais maintenant, on habite en appartement, alors on a plus de temps, quoi. Alors j'en viens au moins 2 fois par semaine. Ok, merci Monique. On vous laisse finir, il y a du boulot, je crois. Oui, j'ai jamais fini parce qu'on m'en met toutes les semaines. Quand j'étais un petit garçon, plein de vie et de joie, un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta un jouet extraordinaire avec de gros yeux verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre, il faisait zip quand il roulait, paf quand il tournait, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne le saurai jamais. Tout étonné la première fois, quand je l'ai retourné, j'ai vu qu'il avait sur le ventre de gros boutons dorés. J'ai poussé l'un et l'autre après, puis les ai tirés tous les deux. Mais quand je l'ai reposé par terre, j'ai ouvert de grands yeux. Il faisait zip quand il roulait, paf quand il tournait, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, je crois que je ne le saurai jamais. Non, mais moi, Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Alors Vincent, on va où là actuellement? Alors là, on va aller à l'atelier bois, qui est une activité assez spécifique de notre atelier, puisqu'il y a à la fois un travail de remise en état des meubles, mais aussi un travail de valorisation et puis de création. Ils viennent d'où ces meubles? Alors les meubles, comme tout le reste, c'est soit des apports volontaires, soit de la récupération dans différents endroits, et puis des collectes.
on collecte aussi pas mal auprès des particuliers, etc. Des très beaux meubles parfois, des meubles de valeur, hein, vraiment. Et puis aussi du Ikea de base, qui une fois démonté 3 fois, il manque des vis, ça marche plus très bien, etc. Donc, et du coup, l'intérêt, c'est de les réparer. Non, ce qu'il y a, c'est que les beaux meubles, on va les laisser dans leur jus, mais on va essayer de les faire des petites réparations, peut-être un peu de plaquage. On a toute une équipe bénévole compétente qui retape les meubles qui ont de la valeur en respectant aussi tous les procédés habituels d'ébénisterie. Et puis, on va aussi faire un travail de remise en état, de petite remise en état de meubles qui auraient besoin d'avoir un clou par-ci, un coup de colle par-là, pour pouvoir et puis après les faire briller un petit peu, leur remettre un peu de peps. Et puis il y a tout un travail c'est tout un travail que font à la fois des bénévoles et l'équipe de salariés en insertion ici, qui vont à la fois du coup faire ce travail de revalorisation de ce qu'on collecte, mais aussi de transformation. Ils vont récupérer des meubles en mauvais état, ils vont soit les sabler, soit les poncer, et puis derrière remettre un vernis ou les peindre. Cette table bleue que vous voyez là, c'était une table très certainement en mauvais état. J'ai pas vu au début, mais s'ils l'ont repeint, c'est que c'était à la fois pour lui redonner une première jeunesse et puis voilà, elle est pas mal. Oui, un résultat finalement est à la hauteur de ce qu'on peut attendre éventuellement pour un usage. Voilà, pour un usage du quotidien, c'est pas tellement plus compliqué que ça. Puis surtout, ce que je trouve très intéressant ici, c'est qu'ils peuvent totalement s'exprimer, ils sont là pour faire aussi ce qui leur plaît. Apprendre des techniques de menuiserie, mais aussi pouvoir faire travailler leur imagination, leur créativité. Et puis Sandra vous présentera quelques meubles qui sont des créations de quelques personnes en insertion ici, et c'est ce qui fait aussi vraiment tout l'intérêt de cet atelier. Au-delà de la revalorisation d'objets, c'est aussi la manière dont chacun va s'exprimer et va pouvoir construire des objets comme il le souhaite, puisqu'on leur laisse libre cours dans la créativité, Sandra étant là pour les conseiller, les accompagner, que ce soit sur des techniques de menuiserie, sur des types de produits à utiliser pour tel type de bois, sur comment utiliser les bonnes méthodes de travail pour pouvoir faire un travail de qualité. On est en plein dans l'économie circulaire, là, dans le réemploi. Oui, oui, c'est le réemploi tel que les personnes se l'imaginent, mais néanmoins, faire le tri d'une pile d'assiettes qu'on collecte et puis en faire sortir celles qui sont en bon état, celles qu'on va pouvoir revendre, constituer des lots homogènes, ça aussi c'est du réemploi, et ça commence d'abord ici, le réemploi. C'est pas uniquement de la transformation, et c'est simplement réutiliser des choses dont des personnes ne veulent plus. Si déjà chacun avait ce petit réflexe-là, il y aurait moins de déchets. On va aller voir Sandra alors. On va aller voir Sandra, qui j'espère n'est pas trop loin. Ah voilà Sandra. Bonjour. Bonjour Sandra. Alors je donne juste les peintures et je suis à vous. Pas de problème. C'est celle-là que je voulais que tu essayes. Ok. Ça, du coup on n'a pas de crème, donc pas de blanc. D'accord. Ça et le noir à côté du violet. Ça marche. Bonjour Sandra. Bonjour. Rappelez-nous un petit peu quel est votre rôle ici dans cet atelier. Alors du coup moi je suis encadrante technique avec des personnes en insertion qui ont pour but de travailler le bois, cet atelier, qui est à la fois un atelier de transformation, de création, de réparation des dons qu'on reçoit, d'imagination, de créativité, de reprise de confiance en soi, d'expression. On a dit qu'il y avait justement beaucoup de créativité par rapport à ces meubles que vous recevez. Qu'est-ce que vous en faites ? Ça dépend. En fait, des fois, sur certains gros meubles qu'on n'arrive plus à vendre, genre les grosses armoires ou les choses comme ça, on les démantèle complètement et on récupère juste la matière première. Du coup, on peut repartir juste à partir de planches pour vraiment créer de toutes pièces. Pour arriver à ces résultats, est-ce que les salariés en contrat d'insertion ici ont dû suivre une formation en arrivant dans le centre ? Comment ça se passe ? Ou est-ce qu'ils avaient déjà cette formation avant ? Non, alors du coup il y a des personnes qui ont déjà travaillé soit dans la menuiserie, soit dans la charpente, souvent dans d'autres pays, en Afrique ou des choses comme ça, mais qui sont pas forcément familiers avec les outils, du coup l'électroportatif un peu, mais les grosses machines fixes qu'on utilise, ils sont pas forcément familiers. Du coup on retravaille plus des choses comme ça pour les rediriger plus
rapidement vers de l'intérim ou travailler dans des ateliers classiques. Pour les autres, du coup, on fait la formation petit à petit. Donc moi, je m'adapte un petit peu à leur niveau. L'idée, c'est d'avoir un peu des nouveaux, des moyens et qui ont un peu plus l'habitude pour qu'ils se mélangent et qui se tirent vers le haut aussi entre eux. Il y a un suivi, je suppose, au quotidien de leur parcours ? Alors, il y a un suivi de leur projet au quotidien. Voilà. Et après, dans le parcours, du coup, on essaye... là, on prend chaque outil, on essaye de regarder, on répète. Une fois qu'un outil est maîtrisé, du coup, on passe à un autre. Et pour petit à petit maîtriser des techniques pour être capable de faire un meuble en entier. Des débouchés intéressants une fois qu'ils sont sortis d'ici ? C'est pour ça qu'on essaye de réorienter un petit peu ce qu'on faisait avant, où on faisait seulement de la restauration. Aujourd'hui, l'ébénisterie pure, à part si on a fait l'école Boulle ou qu'on a pas mal d'apports pour ouvrir son propre atelier à son compte, on n'embauche pas. C'est des gens qui travaillent tout seuls. Donc l'idée, c'est plus de les rediriger vers de l'intérim pour certains, ou même de l'embauche directe en atelier, du coup dans des ateliers d'ébénisterie, mobilier d'agencement, tout ça, où il y a quand même plus de débouchés. C'est pour ça qu'on essaye d'aller plus vers de la création, pour vraiment voir les techniques de collage, d'assemblage, pas juste de la finition. On va peut-être aller à la rencontre de quelqu'un qui travaille ici. J'ai Abou qui est là depuis à peu près 1 an, par exemple, avec qui on peut discuter un peu. Ellie qui est arrivée en même temps. Je pourrais aussi aller chercher Sylvain qui est arrivé par exemple il y a 3 semaines maintenant. D'accord. Donc comme ça pour voir un petit peu la différence. Bonjour Abou. Bonjour. Alors ça fait combien de temps que tu es ici à ce poste ? Oui, je suis là depuis 1 an. J'ai déjà commencé à travailler ici en menuiserie. J'ai déjà appris beaucoup, mais j'ai pas à faire beaucoup. J'ai le temps pour apprendre aussi. J'ai envie de continuer ici. Encore ça, mon contrat il reste à 1 an. Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? On monte le meuble, même on fabrique le meuble aussi. On met le peinture, les finitions, des trucs comme ça. Après on balaye, on met dans le stock. Ensuite, tu espères trouver un emploi dans un atelier. C'est quoi ton projet pour la suite ? Toujours en menuiserie, j'aime bien cette boulot parce qu'avant aussi j'ai travaillé en menuiserie. J'aime bien continuer cette boulot-là. Ouais. C'est quoi qui est passionnant ? C'est la matière ? C'est toucher le bois ? Ouais, c'est ça. C'est la matière, le toucher le bois. Même comme on fabrique le bois, on coupe le bois. C'est pour apprendre, c'est beaucoup de choses ici pour apprendre. Mais moi, j'ai pas déjà fini de trucs comme ça. Mais j'ai envie d'apprendre déjà. Ok, merci Abou. De rien. Sandra, vous nous présentez à présent Ellie. Oui, Ellie qui est parmi nous, du coup ça va faire un peu plus d'1 an maintenant. Bonjour Ellie. Bonjour monsieur. Comment ça s'est passé ici, ton intégration dans cette équipe ? Ça s'est plutôt bien passé, il y a des gens qui nous ont très bien accueillis. Moi j'ai un CAP, je l'ai eu il y a à peu près 3 ans. Et voilà, j'ai eu le CAP puis j'ai pas travaillé dans le bois. J'étais dans la restauration, tout ça et... Voilà, un peu perdu, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis il y a ma conseillère d'orientation de la mission locale qui m'a proposé de venir ici. Et voilà, je suis venu et ça m'a rappelé tout ce que j'avais déjà vu avant. Et voilà, on apprend un peu plus parce qu'ici on fait de la rénovation, tout ça, des choses que j'avais pas vues là-bas. Et vraiment, ça me plaît beaucoup, surtout la customisation, la rénovation, tout ça. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier particulièrement ? Plutôt la créativité, le fait de prendre un meuble et le rendre un peu comme tu as envie, le rendre plus beau quoi. Et parfois même on prend 2 ou 3 meubles pour en faire un, c'est ça ? Voilà, ça c'était pendant le CQP. Voilà, comme on a vu comment démonter un meuble, tout ça, comment décaper, comment appliquer du vernis, tout ça, et le scier et en faire un avec plusieurs pièces différentes. Et puis, le CQP, c'est quoi, Sandra ? Le CQP, du coup, c'est une certification professionnelle, mais qui s'apparente plus à un certificat en ébénisterie qu'en menuiserie. Donc c'est pour ça qu'Elie a découvert aussi pas mal de choses en finition ici, parce qu'il a un CAP menuisier, donc c'est plus ce qui est porte, fenêtre, escalier, qui va être un peu plus mathématique, alors que l'ébénisterie, on va s'attacher un peu plus aux finitions, au petit mobilier. Et Elie, au CQP, il a même fait un meuble avec un meuble, mais il est parti d'une petite commode et il l'a transformé en un ravissant fauteuil, porte-bouteille, tout ça. Donc c'est même un meuble en lui-même qui est devenu un autre meuble. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent se former ici aussi. Hein. Alors des gens qui sont dans des parcours d'insertion, dans d'autres associations, qui viennent du coup participer au CQP qu'on a mis en place. C'est quoi ton projet, Elie, pour demain ? C'est de trouver du travail en rénovation ou en menuiserie, peu importe. Soit en intérim, on va voir comment ça va se passer. L'ambiance, c'est comment ? C'est bien ici ? C'est plutôt sympa, on est avec des gens de différentes cultures, d'origine, et on s'entend plutôt bien.
à l'atelier, oui. Et toi qui as de l'expérience, en plus, tu peux leur montrer. Oui, c'est ça. En fait, même quand on ne connaît pas, on s'apporte quelque chose parce qu'ils ont tous leur savoir et ils apportent aussi. Ok, merci Elie. Qu'est-ce que tu fais de beau là actuellement? Alors là, je suis en train de penser ce sort de bureau, cette table pour école. Voilà, il y a la structure métallique, elle était verte. Je l'ai pensée et je l'ai peint avec la bombe, tout ça. Et voilà, on essaye de vraiment le changer, le voir différemment et le rendre plus beau, voilà. Voilà, et plus contemporain peut-être aussi. Merci beaucoup. Alors Léna, on est toujours ici dans cet atelier menuiserie et bénisterie avec deux nouvelles personnes qu'on va interroger et qui participent à ces formations. Oui, donc on est avec Ahmed et Sylvain qui viennent d'arriver. Vous êtes arrivés quand exactement? Début juillet, le 1er juillet. Début juillet, le 1er juillet, on est arrivé là. Donc c'est nouveau pour vous, la menuiserie, ou est-ce que vous en faisiez déjà avant? Non, moi je n'avais jamais fait personnellement. Et moi j'ai fait en Soudan jusqu'à 3 mois. Mais comme tu fais au Soudan, et c'est pas la même chose comme il faut en français ici. Il y a de quelque chose de différent aussi. Il y a beaucoup de machines. On utilise des machines ici pour couper. Et au Soudan, il n'y a pas beaucoup de machines comme j'ai utilisé la menuiserie. Et toi, Sylvain? Moi, je débute, donc voilà. C'est tout nouveau, tout beau. Pour l'instant, ça se passe bien, c'est positif. C'est une bonne équipe, voilà, ils nous ont intégrés tout de suite, on a été bien accueillis. Et voilà, pour le début, ça se passe bien, c'est un bon début. Une bonne intégration après 3 semaines? Oui, tout à fait. On se sent déjà à la maison. Et c'est mixte? Il y a des filles aussi? Oui, il y a des filles aussi. Puis il y a les autres ateliers à côté, donc voilà, il y a du monde. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous avez appris à faire? Aujourd'hui, vous allez faire quoi par exemple? Aujourd'hui, on va faire déjà le tableau cet après-midi, où on va accrocher les outils, où on va marquer les noms et tous des outils parce qu'il y a beaucoup à se souvenir. Et on va finir l'établi pour l'atelier vélo aussi. Alors Sandra, il y a une vraie complémentarité là entre les bénévoles et les gens qui sont en stage en contrat d'insertion, c'est ça? Voilà. Alors les bénévoles, j'en ai 2 qui viennent vraiment des métiers du bois, donc qui sont retraités et qui viennent apporter leur soutien ici en tant qu'ébénistes. Donc les bénévoles, on va plutôt leur confier les meubles qui vont partir aux grandes ventes, qui ont de la marqueterie un peu plus minutieuse, qui se travaille avec des colles un peu plus particulières comme la colle d'os, avec des feuilles de plaquage très fines, donc où il faut déjà être méticuleux, prendre soin du meuble pour et des découpes très très précises pour pouvoir les retravailler. Donc ça, c'est plutôt la partie qu'on confie aux bénévoles qui travaillent aussi avec nous, donc ils sont là le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi matin. À chaque fois, ils sont des petits groupes de 3 ou 4 personnes. Et donc, moi, j'essaye de faire un peu des ping-pong entre mes gars et eux pour soit avoir des techniques complémentaires. Donc, les ouvrir, parce que les métiers du bois, souvent, on travaille avec plein d'autres corps de métiers d'artisanat, que ce soit des canneurs, que ce soit, on a des tapissiers, des horlogers, des gens qui sont très doués sur la gomme laque ou les finitions au tampon. Donc voilà, tout ça, c'est des petites compétences en soudure aussi, qui partagent pour que du coup, il y ait moi, ils n'ont pas tous envie de partir dans le bois. Et peut-être qu'en leur faisant découvrir et en ouvrant un peu la curiosité sur des métiers manuels, parce que c'est quand même ce qui leur plaît s'ils sont venus chez nous dans la partie menuiserie, peut-être éveiller des nouvelles passions qui ne sont pas forcément liées au bois pur. Et puis il y a ce côté intergénérationnel qui est toujours intéressant. Ouais. Même au niveau de la conversation. C'est intéressant que ceux qui ne maîtrisent pas la langue puissent aussi parler avec des personnes qui ne sont pas forcément lyonnaises, qui ont des accents, qui ont pour faire aussi l'oreille, pour utiliser des termes ou des expressions que moi j'ai un peu plus leur âge, donc à mes salariés, pas ceux des retraités. Donc c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément le même vocabulaire et des fois il y a des mots comme ça qui viennent, qu'ils n'ont jamais entendus parce qu'ils sont moins avec des personnes un peu plus âgées. Donc même à ce niveau-là c'est intéressant. En mathématiques, en français, il y a des échanges qui se font. Ils sont, en tout cas dans la partie bois, dans mon atelier, je ne sais pas à côté, mais la relation entre les deux, c'est vraiment une relation d'échange et de partage. Il y a aussi des filles, et donc en fait le but c'est que ça soit vraiment comme dans le monde du travail plus tard, une grosse mixité entre les âges. C'est l'idée.
entre les âges, entre les projets, entre des tâches qui vont être plus répétitives, des fois sur une semaine, parce que ça fait partie aussi du boulot. Tous les vendredis, on fait nous-mêmes le ménage de l'atelier. C'est pas une personne extérieure qui vient le faire, parce que ça fait aussi partie du job. Et puis, comme je disais, des fois, on travaille tout seul pour apprendre à travailler tout seul, parce qu'il y en a qui sont un peu plus frileux pour prendre des décisions ou des initiatives quand ils sont tout seuls et qui, en équipe, du coup, sont un peu plus suiveurs. Donc, on essaye de vraiment alterner par rapport à des vraies situations de travail. Ouais. Il faut combien de temps dans cet espace-là, comme c'est quand même des métiers un peu techniques, entre l'entrée et puis la sortie et l'insertion? En moyenne, c'est 13 mois. Comme on aurait des formations professionnelles adultes qui se font sur 9 mois maintenant. Ici, on prend une petite année minimum avec des stages. On essaye de bien développer avec les stages et quelques partenariats avec des agences d'intérim ou des agences d'intérim d'insertion pour les personnes qui ont encore des problèmes de logement, de formation FLE, pour que quand ils sortent vraiment du parcours d'insertion, ils aient que leur travail à penser. L'idée, c'est aussi pas juste de les former, mais de les accompagner dans tout le processus de recherche d'emploi. Ouais, donc on essaye de prendre des photos des meubles régulièrement pour qu'ils aient une espèce de book, de portfolio à pouvoir montrer aussi, avec les techniques qui sont utilisées, donc concrètement vraiment quels outils ils ont pris en main et qu'est-ce qu'ils savent faire avec. Ouais, vraiment faire un accompagnement de A à Z. Quand ils partent en intérim, du coup ils partent avec leur petite caisse à outils qu'on leur prête pour qu'ils soient un minimum équipés. Donc c'est un premier pas vers l'emploi. Merci Sandra. Avec les couettes à ma sœur, j'ai fait un ventilateur. Avec une plaque en fer, j'ai fait un capteur solaire. Les publicités, les autos cassées, les piles électriques, la vieille mécanique. Avec du vieux, on fait du neuf. Avec une poule, on fait un neuf. Rien ne se perd, tout se transforme. Et Bonjour Agnès. Bonjour. Alors vous êtes bénévole ici depuis combien de temps? Comment vous êtes arrivé ici et qu'est-ce que vous faites exactement? Alors moi je suis bénévole depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé par le Quai Gilet qui était vers le pont Mazarik à Vèze. Donc après on a été transféré ici par manque de place. Et j'ai toujours le même rôle, c'est-à-dire que je suis au premier tri, c'est comme si j'étais à l'arrière des camions et que je sortais les cartons. Donc j'ai tous les cartons qui arrivent, je les dispatche et je fais, alors je vais vous faire voir, ici je mets la vaisselle qui va partir au second tri. Ces dames, après, elles vont faire des cartons ou des caisses selon les demandes des magasins, puisque nous avons plusieurs magasins. Ensuite, donc ça, c'est la vaisselle. Après, vous avez tout ce qui est hygiène. Après, vous avez les lumignons pour le 8 décembre, parce qu'on les prépare toute l'année, justement, pour pas manquer au moment de l'événement. Ensuite, je dispatche. Vous avez le scolaire, la droguerie qui vend dans certains magasins, qui sont demandeurs. Vous avez des bougies, le religieux, les jouets anciens quand ils arrivent vers moi, parce qu'on les met à part. Il y a sur Vèze, il y a une dame qui fait que les jouets anciens et qui les vend à la grande vente. Après, vous avez les porte-monnaies, là c'est des lunettes. Après, tout ce qui est articles de cheveux. En fait, dans chaque magasin, ils ont bien des rayons définis et ils revendent selon ce que je leur envoie. Donc en fait, moi, j'essaye de garder que ce qui est beau, puisqu'il faut qu'on stocke. Et pour stocker, c'est compliqué. Et Noël, qui fait partie comme les lumignons, Noël, on le garde, on le stocke. Je garde le plus joli et je le stocke. Quel est votre contact avec les gens qui sont en insertion, qui sont ici? Très bon. C'est un peu un guide pour eux? Un petit peu, oui. Justement, là, vous voyez, ils savent pas trop dispatcher, donc ils me redonnent des choses où ils savent pas si c'est pour eux, pour de la brocante, voilà. Autrement, nous, on a un bon rapport. Merci beaucoup. Merci Agnès. Merci, bonne journée à vous. Merci. Bonne continuation. Vincent, ici, on a un endroit un petit peu particulier, stratégique même. Oui. C'est l'arrivée, je dirais, des dons. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de monde qui vient ici à Gerland. Oui, il y a nous, on est ouvert tous les jours de 8h à 16h normalement, sauf pendant la période estivale où on est ouvert que de 8h à midi. Et on a des flux très réguliers de dons, de donateurs qui viennent sur le site de l'artillerie, mais aussi à Vèze, qui sont vraiment les deux lieux où il y a des dons en quantité. On a combien de passages par jour? On va voir une vingtaine de passages par jour, peut-être un peu plus. Qu'est-ce qu'on vous apporte? Des fringues, des meubles, de la vaisselle, des bibelots, du petit électroménager, des fois des objets un peu plus originaux. Mais voilà,
Voilà, donc c'est essentiellement ça, des vélos aussi. Et du coup, en effet, ici, on réceptionne tous les dons. Et puis, tout est trié dans cet espace que vous voyez ici à droite, où on trie par catégorie. Il y a d'un côté tout ce qui est textile qui est préparé pour être envoyé sur notre site de tri textile à Dessines. Et puis tout le reste qui est trié par type d'article et qui part ensuite dans l'espace de deuxième tri, où là, il y a ce tri plus fin qui est réalisé. Il y a un effort particulier, vous me disiez, de traçabilité. Hein. Alors en effet, pour quelle raison ? On a essentiellement parce qu'on est, on a demandé, comment on appelle ça, une habilitation, un agrément avec le don en confiance, à la fois pour assurer nos donateurs sur la bonne utilisation de tout ce qui nous est donné. Et en effet, on essaie de jeter le moins possible, de donner une deuxième vie au maximum d'objets. C'est pas toujours simple parce qu'on reçoit des quantités énormes, mais ça nous oblige de l'autre côté à référencer tout ce qu'on reçoit. Donc on fonctionne par système de caisse et de poids. Donc on est en capacité de dire qu'on a collecté X tonnes de textiles, X tonnes de livres, X tonnes de petits électroménagers, etc. Comme ça par type d'article. Et tout ça à la fois, bien sûr, pour assurer nos donateurs et puis derrière pour connaître un petit peu mieux nos flux, pouvoir mieux les gérer et s'assurer que on fait un travail aussi qui a son utilité à la fois pour le foyer, mais aussi vis-à-vis de nos donateurs, vis-à-vis des partenaires, institutions publiques qui nous soutiennent, démontrer qu'on a aussi une démarche vertueuse dans l'utilisation de ce qui nous est donné. Ouais. Alors Philippe, vous avez apporté ici du matériel. Ça vous arrive souvent de venir ici au foyer Notre-Dame des Sans-Abris ? Ça m'arrive dès que j'ai des objets que je considère en bon état et qui peuvent avoir une seconde vie. Je suis pas ici pour me débarrasser d'objets, sinon je vais à la déchetterie. J'amène des choses qui sont utiles pour des gens qui sont dans la difficulté. Alors quoi par exemple aujourd'hui ? Aujourd'hui, des vestes de ski, des pantalons de ski. Il y avait un home cinéma qui est tout neuf. Et voilà, et je leur proposais aussi un lave-vaisselle que je vais leur amener. Qu'est-ce qui vous motive à venir ici ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à ces objets après en quelque sorte ? Ce qui me motive, c'est déjà le bénévolat de certaines personnes qui se donnent beaucoup de peine à essayer d'aider des gens. Et puis à notre niveau à nous, on essaie d'aider un petit peu. J'essaie d'aider dans mon quartier, des fois bêtement en achetant un sandwich à des personnes dans la rue. Et voilà, je pense qu'il faut être un peu citoyen, quoi. Alors Vincent, là on est monté sur une mezzanine, là, il y a beaucoup de matériel, on a l'impression que c'est presque du matériel neuf, emballé. Tout à fait, c'est du matériel qui nous a, c'est surtout du matériel qui nous a été donné par des entreprises. Donc là vous avez un don de la Fondation Seb qui nous a donné du matériel pour nous aider à équiper nos centres d'hébergement, des futurs logements de famille aussi. Donc c'est du matériel neuf avec on trouve des centrales vapeur, des aspirateurs, des machines à café, des bouilloires, etc. Et puis on a des dons également d'entreprises qui sont aussi dans des logiques de défiscalisation, qui vident leur stock. On a eu Bexley qui nous a donné des paires de chaussures, des fins de série, mais du matériel neuf. Là c'est une maison d'été qui nous a donné plein de sachets de thé. Donc on a des centaines de grammes, des kilos de thé et puis des services à thé qui nous ont été donnés. Et puis voilà, c'est pour citer quelques exemples. Et puis on a là on a aussi tout notre matériel qui est relativement coûteux, les équipements pour nos salariés, les chaussures de sécurité, tout le matériel Covid aussi, les masques, le gel, etc. Donc tout ce qui nous sert à faire tourner la boutique au quotidien et qui a un coût d'achat relativement important. Et puis sur la partie qui est là-bas, vous avez là tout un espace qui reprend pratiquement un bon tiers de la mezzanine, qui sont tous les meubles qu'on a reçus sur l'année précédente et qui sera mis en vente à l'occasion de la grande vente qui a généralement lieu au mois de novembre. Donc ce sont que des beaux meubles, des meubles de valeur. Comme je vous disais tout à l'heure, on reçoit ce type de meubles, des fois on reçoit des meubles de vraiment très très bonne qualité. Donc ils sont ici, ils sont stockés là en sécurité, et puis quand on les met en vente au moment de la grande vente, il y a des experts qui passent pour pouvoir les chiffrer, on leur donner une valeur, et ils sont vendus à cette occasion. Et puis là vous avez encore quelques palettes de télévision qui nous ont été données par un hôtel qui changeait son parc télévision. Donc là aussi ça vient un peu encombrer, mais on sait que ça partira, que
ce soit dans nos centres d'hébergement ou éventuellement dans les bric-à-brac également. Donc l'appel est lancé aussi au niveau des entreprises pour qu'elles donnent, pas uniquement les particuliers. Bien sûr, les entreprises, quand elles ont du matériel dont elles ne savent plus quoi faire, je crois qu'elles le savent, qu'elles peuvent défiscaliser ces dons. Donc nous, on fait partie des structures qui sommes tout à fait en capacité de recevoir ces dons, puisqu'on est reconnu d'utilité publique et qu'elles peuvent, à travers cette démarche-là, défiscaliser les dons qu'elles nous font. Quelques règles à respecter, mais voilà, c'est pas très compliqué. Alors là, Vincent, on arpente un endroit qui est un peu particulier, qui est très grand, avec, on peut dire que c'est un entrepôt de marchandises. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est un entrepôt avec des rayonnages, et des Fenwick et des caisses, des palettes et un joyeux bazar en ce moment, puisque on collecte énormément. Tout ça va finir dans quoi? Dans un bric-à-brac? L'essentiel devrait finir dans un bric-à-brac, oui. Dans des bric-à-brac, puisqu'on en a 6 au total. Donc en effet, tout ce qu'on a trié de l'autre côté, c'est dans des caisses ici, et on reçoit régulièrement, toutes les semaines, des commandes des bric-à-brac, et on prépare des palettes qu'on stocke derrière là, et vous avez du coup la zone d'expédition qui est juste derrière. Et là aussi il y a des gens qui sont en insertion pour le transport, c'est ça? En effet, il y a une équipe transport qu'on appelle Transport Collect, qui en effet c'est du personnel en insertion. Ils ont une petite dizaine de camions et ils font les différentes rotations entre les différents sites du foyer, mais aussi les collectes chez les donateurs, chez les particuliers, dans des entreprises. Donc ils ont un travail assez dense. On est très sollicité sur toutes ces questions de transport. Oui. Finalement, Vincent, le bénéfice de tous ces dons, une fois que vous les revendez ou une fois que vous retapez entre guillemets ce qui vous est apporté, ça sert à quoi exactement? Je crois que l'utilité sociale, on en a assez parlé, c'est permettre surtout à des personnes de travailler, de découvrir des activités, de découvrir des métiers, de reprendre confiance en eux pour être prêts à rebondir dans le monde professionnel classique. Mais surtout, tous ces dons, ça nous permet aussi de pouvoir financer l'association, puisque le chiffre d'affaires des bric-à-brac, des ventes issues de tout ce qu'on a collecté, les bric-à-brac, vous ne trouverez que du matériel d'occasion qui nous a été donné, trié, revalorisé et du coup remis en vente dans les bric-à-brac. C'est entre 2,5 millions et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an selon les années. Donc c'est une part importante de nos fonds propres. Et puis après, il y a toutes les aides d'entreprise aussi, les subventions, etc. qui viennent participer au fonctionnement du foyer. Mais les subventions ne représentent que 60% du budget. À peu près, oui. Oui, environ. Donc 40%, il faut les trouver. C'est à nous de les trouver. Donc à travers, en effet, les ventes dans nos bric-à-brac, les événements qu'on peut créer aussi, les quêtes, mais aussi tout ce qui est dons de particuliers, le mécénat, les legs, etc. Donc, qui nous permettent d'équilibrer les comptes en fin d'année. Et là, Vincent, on a un stock de vélos parce que vous recyclez également les vélos, vous les récupérez. Et à Lyon, il y a beaucoup de vélos aujourd'hui. Alors à Lyon, il y a beaucoup de vélos, puis il y en a de plus en plus, et il y a de plus en plus de gens qui font du vélo, donc ça c'est une très bonne chose. Et qui changent leur vélo. Alors ils changent leur vélo aussi. Alors nous la particularité, c'est qu'on va en effet récupérer des vélos dont les gens se séparent, qui sont pas toujours en bon état, avec des freins qui marchent plus, des dérailleurs qui peuvent être un peu rouillés, etc. Nous, tout le but de notre atelier, c'est en effet de remettre ces vélos en état en utilisant des pièces d'occasion tant que possible. Quand c'est pas possible, on rachète des pièces neuves. Et ces vélos sont ensuite revendus à prix solidaire, toujours. Un vélo adulte, ça va coûter entre 80 et 120 euros à peu près, sur quelques pièces, on va dire, d'exception, parce que c'est des vélos de valeur, pour monter à 250, 300, 400 euros, c'est possible aussi. Beaucoup de vélos enfants à bas prix. Un vélo enfant, c'est un vélo pour un enfant de 3 ans, vous allez le payer 5 euros chez nous. Donc voilà, on essaie vraiment, en plus de ça, de proposer des tarifs extrêmement attractifs pour permettre au maximum de gens de pouvoir pédaler. À l'atelier vélo, vous avez 18 personnes au total qui travaillent sur des plages horaires variables de 3 à 6 heures par jour à peu près, selon les personnes. Donc combien en insertion? Donc 4 en insertion et 14 sur un dispositif AVA, qui est un dispositif d'adaptation à la vie active, qui est chez nous dédié aux personnes qui sont hébergées dans nos centres d'hébergement du foyer. Et du coup, les débouchés sont aussi importants, parce que les vélocistes aujourd'hui recherchent de la main-d'œuvre. Plus de ça, alors la particularité des dispositifs,
dispositif AVA, c'est qu'on accueille aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas de papier, et qui ne sont pas en capacité de pouvoir travailler parce qu'ils n'ont pas les autorisations nécessaires. Donc c'est aussi un peu de l'occupationnel également pour ces personnes-là qui se retrouvent dans des situations complexes, hébergées, pas de papier, en attente d'un avis hypothétique. Enfin bon, on va pas se fader la problématique des migrants, mais voilà, ils sont complètement dans ces problématiques-là. Mais en effet, il y a des débouchés pour nos salariés en insertion. En effet, il y a des débouchés pour eux, sans problème. On est en train de travailler justement sur un contrat de qualification professionnelle pour essayer de proposer une certification à nos salariés en insertion qui sont à l'atelier vélo, leur permettre de pouvoir montrer patte blanche auprès de potentiels employeurs derrière et de démontrer des compétences, des capacités dans ce domaine. Voilà, donc oui, en effet, l'activité vélo, de toute manière, c'est en expansion et on a une boutique maintenant depuis peu où on répare les vélos qu'on récupère, où on propose de la prestation de réparation pour les personnes qui auraient besoin de faire réviser leur vélo, et puis où on les vend, et bien évidemment, donc voilà, on est ouvert du lundi au vendredi sur des horaires... pas tout à fait les horaires de boutique habituels, mais on a essayé d'adapter au mieux en fonction des capacités de nos équipes. Pour conclure, des tonnes de matériel que vous recevez ici ou sur d'autres sites, combien vous en recyclez ? Alors, on récupère un peu plus de 2000 tonnes par an de matériel, environ 45% de textiles et le reste d'objets divers et variés. On arrive à réemployer environ la moitié. Alors sur le textile, c'est à peu près 20%, mais le reste des textiles part dans des filières de surcyclage, enfin en tout cas de revalorisation de la matière, c'est-à-dire que la matière n'est ni enfouie ni brûlée, mais elle est transformée, soit pour en refaire du textile, soit pour en faire de l'isolation ou des éléments de protection, etc. On peut même faire des briques en textile aujourd'hui pour fabriquer des maisons, donc tout est possible. Et puis nous, on a différentes filières, nous on a une diversité d'activités sur le réemploi objet qui est beaucoup plus large, donc on a des filières pour le papier, on a des filières pour le petit électroménager, tout ce qui est matériel informatique aussi, etc. On a des filières pour le métal, des filières pour le carton, et puis pour tout ce qui est éléments de mobilier, donc tous les mobiliers, quel que soit le matériau utilisé pour fabriquer les mobiliers. Donc voilà, donc en l'occurrence Éco-Mobilier, qui est un éco-organisme qui nous finance ensuite en fonction des tonnages que nous avons proposés. Et on pourrait mieux faire ? On pourrait mieux faire parce qu'aujourd'hui on se contente de faire uniquement ce qui est facile, mais on pourrait aller beaucoup plus finement, aller dans des logiques de surcyclage, c'est-à-dire aller beaucoup plus finement dans la manière dont on trie tous nos matériaux, et puis du coup optimiser les filières de réutilisation, de réemploi, de transformation aussi, ce qu'on ne fait pas assez, qui mériterait en tout cas d'être davantage développé, chez nous comme ailleurs. Merci Vincent en tout cas de nous avoir fait visiter ce site qui est situé donc à Gerland, boulevard de l'Artillerie. Tout à fait, 8 boulevard de l'Artillerie à Gerland. Et on accueille les donateurs. Où on accueille les donateurs en effet tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à midi en période estivale, puis de 8h à 16h dans les autres parties de la période de l'année. Merci Vincent. Je vous en prie, merci à vous d'être venus. Recycle, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Recycle, c'est magique, faut pas que tu l'oublies. Recycle, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Recycle, c'est magique, faut pas que tu l'oublies. Mon vieux jean tout abîmé, je l'ai trié, je l'ai jeté. Avec ses fils, on a refait un nouveau pull à col en V. Les vieux journaux qui tachent les doigts, qui racontent ce qui ne va pas, sont revenus lavés, liftés en papier blanc pour s'essuyer. Recycle, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Recycle, c'est magique, faut pas que tu l'oublies. Recycle, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Recycle, c'est magique, faut pas que tu l'oublies. Les bouts de plastique qui nous emballent, qui nous étouffent, nous font du mal, deviendront de beaux oreillers sur lesquels on pourra rêver. Les canettes en aluminium qui prennent la tête de tous les hommes se transformeront en radiateurs pour nous donner de la chaleur. Recycle, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Recycle, c'est magique, faut pas que tu l'oublies. Recycle, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Recycle, c'est magique, faut pas que tu l'oublies. Recycle, 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 c'est magique, magique, magique.